Bonjour tout le monde, encore une fois directement du Musée de la Civilisation. Je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Autrement. Et Mélanie, cette semaine, on aborde une thématique qui est particulièrement intéressante, celle du ruissellement, érosion. Pourquoi avoir choisi cette thématique-là? Mais en fait, de l'eau, il y en a partout sur le territoire. Quand elle tombe du ciel, finalement, elle va se retrouver soit en montagne, elle va ruisseler vers les cours d'eau, ou encore sur le bord d'une autoroute, elle va se retrouver dans un bassin de rétention. Si on est en ville, elle va disparaître dans un regard pluvial. Donc, partout où on sait qu'on est impacté par le ruissellement urbain. Je trouve que c'est particulièrement intéressant. On a parlé en début de saison de la perception qu'on avait. Tu sais, je réside en banlieue et souvent, puisque j'ai pas un lac à proximité ou un cours d'eau, j'ai pas l'impression que mes comportements, en fait, puissent être tellement dommageables. C'est là le problème un peu avec le En fait, ruissellement. partout où on est sur le territoire, quand on veut rejeter de l'eau ou quand on lave notre voiture, quand on veut vidanger notre piscine, on va faire du ruissellement. Même si on installe un nouveau cabanon, l'eau, on va la diriger où? On a un impact en tant que citoyen. Puis je pense que ça, c'est ce qui est le plus important au niveau de la gestion des eaux pluviales, c'est que le citoyen peut faire quelque chose. Il y a quand même une bonne nouvelle, à savoir, il y a des actions déjà qui sont entreprises. Je sais que chez Agiro, vous êtes proactifs. Vous avez des partenaires aussi qui vous permettent de développer des ouvrages, en fait, pour essayer de freiner cette eau sale qui arrivait directement dans le lac. Bien, en fait, on a fait des interventions depuis à peu près les années 2010, je dirais, là, où on a fait un plan. Vraiment, on s'est dit, on va pas le faire n'importe comment. Là, on va faire un plan, puis on va se dire qu'est-ce qui est prioritaire. Pourquoi on a pu faire un plan? C'est qu'on a échantillonné tous les petits cours d'eau qui se jetaient dans le lac Saint-Charles. Et là, on s'est rendu compte qu'il y en avait vraiment des problématiques. Puis on a fait une courbe qui était plus que c'est urbanisé, plus que la qualité de l'eau se dégrade. Donc, on devrait prioriser ces secteurs-là pour améliorer. Puis, à l'époque, on avait fait des développements sans gestion des eaux pluviales. On n'avait pas fait de bassin de rétention, tout ça. Là, on est en train de faire ce qu'on appelle de revenir dans le temps puis essayer de trouver des solutions aux problématiques qu'on a générées à l'époque. Eh bien, on va vous en parler un peu plus longuement parce qu'on va aller voir notamment William, qui travaille chez Agiro et qui va nous parler des plus récents ouvrages qui ont été faits. Salut, William. Salut, Francis. Ça va? Ça va bien, toi? Yes. Mélanie me réfère à toi pour parler de linéarisation, ruissellement, puis de me montrer là aussi des ouvrages sur lesquels vous travaillez. Oui, ça va être du concret. On a un marais épurateur que ça fait longtemps qu'il est là, à l'est du lac, puis il y a le marais Bellevue en construction. Ben écoute, je te suis. Super. Ça a été construit il y a une dizaine d'années. OK. Puis comment on l'appelle, le marais, ici? Le fossé 33. Puis quand vous l'avez construit il y a 10 ans, mais attends, quand il a été construit il y a 10 ans, l'objectif de construire le fossé 33, c'était quoi? Bien, c'est la Ville de Québec qui a construit ça en partenariat avec l'Appel dans le temps pour venir traiter les eaux qui proviennent du quartier environnant. Quand on construit une ville, un petit peu comme on peut voir un peu autour de nous ici, bien, on construit beaucoup de surfaces qui sont imperméables. On fait des rues, on fait des toits, on fait des trottoirs. Donc, aussitôt qu'il pleut, l'eau qui tombe sur ces surfaces-là ne peut pas s'infiltrer dans le sol. Elle va plutôt ce qu'on appelle ruisseler. Ça veut dire qu'elle va s'écouler sur les surfaces imperméables, au lieu d'aller s'infiltrer dans le sol comme ça peut se faire dans un milieu naturel, par exemple. Donc, quand on construit une ville, bien, à chaque fois qu'il pleut, il va y avoir beaucoup plus d'eau qui ruisselle sur les surfaces que dans un milieu naturel. Donc, ça fait beaucoup plus de débit, beaucoup plus de volume d'eau qui vont arriver rapidement dans les cours d'eau. Si on prend un territoire qui est entièrement boisé, l'eau qui sort de ce territoire-là après une pluie est assez propre. Si on prend le même territoire boisé, qu'on enlève les arbres, qu'on rajoute des routes, des maisons, des stationnements, ça imperméabilise le sol. Ça crée aussi des endroits pour que la pollution s'accumule. Puis quand la même pluie passe sur ce territoire-là, bien, l'eau qui va sortir du territoire, elle va devenir plus contaminée, plus polluée. On s'est rendu compte dans les années 80 que l'eau qui a ruisselé sur une surface urbaine était quand même contaminée, donc il fallait traiter cette eau-là. Puis aussi, c'est sûr qu'avec les années, bien, on s'est rendu compte qu'en imperméabilisant de plus en plus nos surfaces,
On avait de plus en plus d'eau à gérer, donc de plus en plus de problèmes d'inondation, des refoulements d'égouts, d'érosion. Parle-moi un peu aussi de l'érosion dont on entend parler. Tu sais, je pars de mon cours de secondaire 3. Si on prend notre exemple de l'eau qui arrive plus vite à la rivière, puis en quantité plus importante, si cette eau-là qui arrive est chargée en sédiments, bien, elle devient plus abrasive, elle fait comme un papier sablé sur les rives, fait que ça accélère le phénomène d'érosion. Plus précisément au Québec, c'est en 2011 que le guide de gestion des eaux pluviales a été édité et publié, puis qui vraiment, pour la première fois au Québec, promouvait une gestion différente des eaux en milieu urbain, où on essayait plus d'infiltrer l'eau, la garder sur place, essayer de réduire le ruissellement, justement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on construit des ouvrages comme ça pour venir atténuer l'impact de l'urbanisation, venir soit gérer les quantités excessives d'eau ou gérer la qualité de l'eau, traiter les eaux. Puis on les installe, mais souvent, on les suit pas. Fait que le but de mon projet de maîtrise, c'était d'élaborer un programme pour éventuellement être capable d'en suivre, de ces ouvrages-là, puis venir valider s'ils fonctionnent. Ça, c'est un ouvrage. Il y en a d'autres qui sont en construction. Est-ce qu'il y a d'autres types d'ouvrages qui peuvent contribuer? Oui, bien là, ici, ça, on parle d'un marin épurateur ou nous à retenue permanente. Là, il y a différents termes, mais il y a aussi des nous engazonnés qui sont plus au bord des rues. Il y a des bassins de rétention standards, comme on voit sur le bord des autoroutes ou des grandes artères, là. Les bassins de rétention qui viennent juste gérer la quantité d'eau. Il y a toutes sortes d'ouvrages comme ça, là. On a les mêmes enjeux de gestion du ruissellement en centre-ville ou dans les banlieues. La difficulté dans les centres-villes, c'est qu'on manque d'espace. Hein. Évidemment, si on veut faire des ouvrages qui retiennent l'eau, qui favorisent l'infiltration de l'eau, ça prend de la place en surface. On veut faire ça en surface. Donc, c'est plus difficile, évidemment, en centre-ville. Il faut trouver la place. Fait qu'on essaye de trouver toutes les petites places qu'on a. C'est, par exemple, sur les trottoirs, souvent, on a des arbres qui sont plantés là. Bien, la fosse d'arbres, elle peut servir d'ouvrage de gestion des eaux pluviales. On peut garder de l'eau là, infiltrée. Fait que la problématique est plus difficile en centre-ville, en ce sens qu'on a moins de place, mais ça reste quand même la même qu'en banlieue. Donc, William, tu as fait référence à des inondations récemment. Puis dans mes notes, j'avais le concept de linéarisation aussi, qui pouvait avoir un lien. Peux-tu m'expliquer ou me définir un peu de quoi on parle quand on parle de linéarisation? Oui, quand on parle de linéarisation, c'est qu'on vient changer le parcours du cours d'eau. Généralement, un cours d'eau, c'est sinueux, hein? C'est plus en forme de S ou tout ça. Là, souvent, pour construire des routes à côté des cours d'eau ou faire de l'agriculture ou mettre des zones urbanisées, bien, on vient linéariser le cours d'eau, on vient le mettre en ligne droite. À l'époque, quand on parlait de linéarisation, on voulait sortir l'eau plus rapidement. C'est tout simplement qu'on traçait les choses en ligne droite. Et à ce moment-là, on augmentait la vitesse d'écoulement de l'eau. En agriculture, les gens vont vous dire que l'impact positif, ça a été l'augmentation de la productivité des terres. Ça a permis de cultiver certaines plantes qu'on ne pouvait pas à l'époque, ces choses-là. Du côté négatif, dans certaines situations, lorsqu'on a linéarisé ou canalisé les cours d'eau, on l'a emmené dans des situations où on a créé des conditions d'instabilité. Et les cours d'eau sont mis à s'éroder. Il faut se rendre compte d'un cours d'eau qui coule, qui a une puissance. Et la seule façon de cette puissance-là de dissiper, c'est par friction avec le cours d'eau. OK? Et donc, plus le cours d'eau va être large, plus vous avez de surface pour dissiper cette puissance-là. Et donc, il y a des éléments, des études qui ont démontré, dépendant des niveaux de puissance spécifiques, on va avoir différents phénomènes qui vont se produire dans les cours d'eau. De façon naturelle, le cours d'eau essaye de trouver un équilibre. S'il y a trop de puissance, il va éroder. À un moment donné, il peut trouver un équilibre, puis à certains moments donnés, que le phénomène va s'accélérer. Vous voyez dans la nature, vous avez de très grands ravins, vous avez des vallées qui ont été creusées. C'est tous des phénomènes naturels. Puis à un moment donné, ça s'est stabilisé. Il y a eu une certaine forme de stabilisation. L'érosion, c'est un phénomène qui est naturel. T'sais, si on regarde dans le fin fond du parc des Laurentides, un cours d'eau là-bas, bien, il y a de l'érosion dessus, le cours d'eau bouge, il n'y a pas d'enjeu. C'est où que l'érosion finit par causer un problème? C'est quand on a des infrastructures proches, quand on a construit notre maison proche, notre route proche. Donc, c'est pour ça que les rives sont importantes. C'est pour ça qu'on veut les protéger. C'est aussi, il faut se tasser, il faut se mettre un petit peu plus loin pour être sûr de protéger nos infrastructures. Comme ça, on n'aura pas besoin non plus de consolider nos rives, de faire des enrochements, des structures très coûteuses, très lourdes. On va plutôt laisser la nature stabiliser le site naturellement.
La végétalisation des berges est excessivement important. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va retenir le sol. Un sol qui est mis à nu, bien nécessairement, il va se faire lessiver par la pluie, par l'eau, par le piétinement. Donc, c'est sûr que plus on a de végétation, plus la berge va être solide. Par contre, la végétation n'est pas toute égale. Les herbes, c'est bon, c'est un réseau racinaire, hein, c'est les racines qui vont retenir le sol. C'est un réseau racinaire assez fin, mais peut-être un peu moins solide qu'auraient des arbustes ou des arbres. Donc, ce qui est important dans une rive de cours d'eau, c'est d'avoir toute cette strate-là de végétation. Donc, des herbes, des arbustes puis des arbres. Donc, non seulement on va consolider notre rive, mais aussi on va fournir des habitats pour des oiseaux, des grenouilles, des couleuvres, etc. Donc, on recrée en fait un petit écosystème. Mais pas on recrée, on maintient un écosystème. C'est sûr que quand on se construit des infrastructures, on a le droit de se construire. On va prendre un exemple. La rive de base, c'est 10 mètres. La rive protégée, 10 à 15 mètres. Donc, on pourrait, à la limite, être construit à 10 ou 15 mètres du cours d'eau. Par contre, dans 20 ans, 30 ans, est-ce qu'on va encore être à 10 ou 15 mètres du cours d'eau? Bien, peut-être pas. Alors, moi, je pense que l'important, c'est surtout d'éloigner nos infrastructures des cours d'eau. Donc, oui, il y a une rive protégée qui est réglementaire, mais on devrait même aller au-delà de ça pour se protéger à très long terme. Parce que quand on se construit une maison, une infrastructure, on veut qu'elle dure très longtemps et on ne veut pas qu'au bout de 20, 30, 40, 50 ans, bien, elle soit à risque. Il y a l'érosion en cours d'eau qu'on a beaucoup parlé dans les moments précédents. Il y a toute l'érosion qui se produit sur les terrains ou, je dirais, les infrastructures un peu secondaires qu'on a, que l'homme aménage. En fait, quand tout le monde voit en agriculture les champs qui sont labourés, les sols à nu, qui est l'élément de référence qui provoque la plus grande érosion. Si on dit un sol à nu, c'est une référence de 1. À ce moment-là, à côté, si vous avez une pelouse ou un champ qui est en foin, le niveau de productivité de sédiments va être 300 fois moins grand. Donc, avoir de la végétation, c'est le phénomène fondamental pour lutter contre les phénomènes d'érosion. Peu importe le type, l'endroit. Il y a un autre impact qui se produit lorsqu'on linéarise ou on canalise, puis la même chose lorsqu'on fait du remblayage en milieu urbain, c'est que lorsqu'on accélère l'eau dans une section de cours d'eau, ça veut dire qu'on augmente les débits dans la section aval et donc on augmente les risques d'inondation. Donc, on prend un problème, on règle un problème en amont et on transporte le problème en aval. Là, avec les conséquences qu'on connaît, les ouvrages auxquels on fait référence aujourd'hui ont aussi pour objectif un peu de freiner les conséquences provoquées par la linéarisation. Oui, c'est ça. Bien, dans le fond, il y a des problèmes de quantité d'eau quand on urbanise, puis il y a des problèmes de qualité de l'eau. Fait que là, quand on fait des nouveaux développements maintenant, suite à cette prise de conscience-là qui a eu lieu dans les dernières années, bien là, on vient mettre des ouvrages pour atténuer l'impact, pour s'assurer que ça ait moins d'impact sur le milieu récepteur. L'idée de base, c'est qu'on devrait ralentir l'écoulement graduellement dans le cours d'eau pour laisser le temps au cours d'eau d'évacuer les débits de crue. Là, à l'heure actuelle, il faut revoir toute la séquence de ce qui a été fait pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les éléments au niveau du transport de l'eau où on peut intervenir, soit pour le ralentir, augmenter des espaces de stockage. Souvent, il y a des gens qui vont pas comprendre à quoi ça sert. Ils vont peut-être penser que c'est inutile ou peut-être c'est pas beau. Mais de plus en plus, ils sont beaux, les bassins, je vous dirais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont utiles. Puis souvent aussi, les gens ont émis des réserves parce qu'ils se disent si on retient de l'eau, y aura-t-il des moustiques qui vont se développer là et tout? Oui, peut-être qu'il y aura des moustiques qui vont se développer là, mais ça devient comme un milieu naturel construit. Il y a des moustiques, oui, il va y avoir des oiseaux, il va y avoir des fleurs. Là, il y a tout un écosystème qui se développe là. Donc, ça devient comme, finalement, si j'étais à côté d'une forêt. Regarde, on a parlé de cet ouvrage-ci, qui en est un qui est construit depuis quelques années déjà. Il y en a un qui est en construction tout près d'ici. Oui. On va aller le voir? Certain. Yes. Ben, regarde, je te suis. Yes. Fait que, William, ici, là, dans le fond, là, le lac est juste là. Toute la zone dans laquelle on se trouve, ça, c'est quelque chose là, qui fait partie des ouvrages dont tu me parles puis qui a été créé, dans le fond, par Agiro. Oui, c'est un projet qui a été porté par Agiro, mais créé par Agiro et des partenaires, là, Ville de Québec,
financé par la Fondation de la Faune, par Environnement Canada. OK. Ouais. Puis résume-moi un peu là, les grandes étapes que le projet va avoir traversées jusqu'à aujourd'hui, par exemple. Oui, bien nous, dans le fond, on savait qu'il y avait un problème de qualité de l'eau ici, en provenance de tout le quartier résidentiel et un petit peu commercial qui est dans le secteur. On savait qu'il y a une problématique, fait qu'il fallait comme traiter les eaux avant qu'ils arrivent au lac. C'est pour ça qu'on est venu créer un ouvrage de filtration. Vous avez créé un ouvrage de filtration, mais dans le très concret, vous avez fait quoi, a priori? Vous avez eu à creuser, à planter? Oui, c'est ça. Bien, dans le fond, on a fait deux bassins. Il y a un premier bassin qui est vraiment le filtre, OK. où il y a beaucoup de plantes, puis il y a un sol qui permet de filtrer l'eau. Puis le deuxième bassin devient une espèce de marais qui, lui aussi, a une capacité à épurer l'eau. OK. Puis si je te demandais, par exemple, là, au niveau de la qualité de l'eau, là, elle est de combien, mettons, plus pure lorsqu'elle aboutit au lac Ouais. en passant par un ouvrage comme celui-là? Oui, bien en théorie, on pense être capable de réduire, par exemple, mettons, la matière en suspension, là, les sédiments, de Ouais. 60 à 80 Tu sais, ça donne une espèce d'ordre de grandeur. C'est Pour les considérable. nutriments qui sont plus compliqués à venir traiter, bien, c'est plus de l'ordre d'une réduction de la moitié ou peut-être un peu plus. C'est ce genre OK. d'objectif-là qui Fait que l'impact est vraiment considérable, dans le fond. Oui, oui, bien, c'est du concret. Là. On vient vraiment régler un problème qui était connu. Ce qu'on constate autour présentement, là, c'est la Ville de Québec qui est en train, en fait, d'ajuster son réseau d'égouts pluvial Oui. pour qu'à son tour, cette eau-là se retrouve dans le marais qui est ici. Dans le fond, c'est que l'eau allait directement au lac avant, par un ruisseau. Là, ils viennent faire détourner la tuyauterie carrément pour venir amener l'eau, apporter l'eau dans l'ouvrage qui a été créé. Lui, il a été créé il y a 1 an pour qu'il ait le temps de se végétaliser avant que l'eau arrive dedans, pour qu'il soit prêt, qu'il ne s'érode pas et tout ça. On a pu constater, en fait, 2 marais, un qui est en construction, un qui était bien installé. Donc, on a vu du concret. Puis avec toi, cet après-midi, on vient aussi parler d'interventions très concrètes, des nous que vous êtes en mesure d'installer, en fait, dans les milieux déjà plus urbains. Oui. Bien, c'est ça. Ici, en fait, on a procédé dans le secteur sud-ouest du lac Saint-Charles à un grand projet de réaménagement sur 6 rues, où est-ce qu'on est venu finalement défaire le système qui était en place de gestion des eaux pluviales, puis on l'a remplacé par un système de gestion durable des eaux de pluie. Donc, ce système-là, en fait, consiste à l'intégration de nous. Puis la noue, elle a OK. plusieurs avantages. Elle permet de contrôler la quantité de l'eau, elle permet de contrôler la qualité de l'eau, elle contrôle aussi le transport sédimentaire, elle capte les sédiments. Puis, finalement, ça recharge également la nappe phréatique parce que ça permet de faire une infiltration. Parce que la noue, en fait, elle consiste finalement à une petite dépression, comme tu peux voir, Ouais. qui n'est pas très profonde. Puis, en dessous de ça, il y a différentes couches successives de sol qui permettent une filtration. On a premièrement une espèce de terre végétale spécialement conçue pour ça, qui est un substrat de biorétention. On a un sable drainant, puis on a un massif de roches. Puis, à travers toute cette colonne de sol-là, finalement, l'eau de ruissellement qui contient certains polluants est filtrée, puis les végétaux aussi contribuent à ça. De gérer l'eau pluviale à la source, qu'on appelle, ça réduit beaucoup le ruissellement, l'érosion et tout. Mais ça réduit énormément aussi la quantité de polluants qu'on va envoyer vers le cours d'eau parce qu'évidemment, l'eau va rester plus longtemps sur place. Il y a des plantes aussi qui vont pouvoir traiter un petit peu l'eau. Puis l'eau, comme vous avez dit en début d'émission, va aussi s'infiltrer dans le sol. Donc, dans le sol, il y a un traitement aussi qui va continuer à se faire. Donc, on envoie moins d'eau dans le cours d'eau. Puis en plus, l'eau qu'on envoie est beaucoup moins contaminée que celle qu'on aurait envoyée si on avait géré l'eau de ruissellement comme on le faisait avant. Avant que vous procédiez à l'installation des nous, là, comment l'eau réagissait Oui, ici, c'est là? ça. En fait, ici, on est dans un secteur qui était plutôt bassin versant urbanisé, bassin de drainage urbanisé. C'est à peu près urbanisé à plus ou moins 50 dans le secteur qu'on a intervenu. Puis, on est intervenu ici. Pourquoi? Parce que quand on faisait le suivi de la qualité de l'eau au lac Saint-Charles, dans le fond, Oui. au bout de la rue là-bas, on s'est aperçu que les exutoires de ces bassins de drainage-là, il y avait une qualité de l'eau qui était jugée mauvaise. Donc, on a dit, on va intervenir sur ces quartiers-là. Le bassin versant ici, là, des 6 rues, c'est 18 hectares. Ça équivaut à 33 terrains de football américains. Et là, donc, toutes les eaux du bassin de capté maintenant transitent par ces ouvrages de filtration-là. Donc, ça permet de traiter les eaux avant qu'elles soient rejetées au lac. Là, est-ce qu'avec cette végétalisation-là ou avec les nous, est-ce qu'on est en mesure de calculer l'eau qui finit par aboutir au lac, la différence entre une eau qui tombe directe ou une eau qui serait filtrée? Oui, donc on va faire le suivi de la performance
hydraulique, c'est-à-dire on va faire la performance de la quantité, on va suivre la quantité d'eau. Donc, est-ce que justement, l'eau qui est captée par ces nous-là, finalement, il y a une partie qui est normalement filtrée qui ne sera pas rejetée au lac. On va tenter de mesurer ça. On va aussi mesurer la qualité de l'eau qui entre versus la qualité de l'eau qui sort, finalement, qui est rejetée au lac. Et notre souhait aussi, c'est de faire le suivi des végétaux. Les villes, je trouve, sont très proactives. Ils essaient toujours d'appliquer les nouvelles façons de faire. Mais qu'est-ce qui est difficile, c'est que on se questionne beaucoup aussi sur comment le faire. On peut être pour la vertu de dire « Ah, ben oui, il faut réduire le ruissellement et tout », mais comment le faire? Il y a des méthodes qui existent, qui sont connues, mais si on se met à l'échelle, je dirais, de l'histoire de l'ingénierie, sur 10 ans, c'est quand même assez court là, pour s'adapter à des nouvelles façons de faire, comment comprendre, comment concevoir ces nouveaux ouvrages-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font. Mais les ingénieurs aussi se questionnent encore beaucoup sur comment faire cette nouvelle façon de gérer les eaux pluviales en milieu urbain. Puis souvent, on va donner des exemples à l'international où ça fait 30, 40 ans qu'on applique ces principes-là. Mais les gens ici sont un petit peu frileux des fois parce qu'ils disent « Ah ben oui, mais nous, on a un climat nordique. Donc, ces ouvrages qui ont été conçus ailleurs, comment ça marche ici l'hiver pour le déneigement, pour si on met des cailloux, etc. » Donc, il y a tout un apprentissage à faire sur la façon de gérer différemment les eaux pluviales en milieu urbain. J'aimerais qu'on parle des investissements, parce qu'il y a des partenaires qui ont embarqué dans le projet. Il y a eu du financement qui a été octroyé à la Ville de Québec, notamment. Puis c'est important de le mentionner, parce que c'est un programme qui vient du Fonds vert. Hein? Oui, en fait, la Ville de Québec a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds vert au programme de soutien aux municipalités pour l'intégration d'ouvrages de gestion des eaux pluviales. Et ça, c'est dans le cadre du plan d'action au changement climatique du gouvernement du Québec. Et nous, on a été retenus, puis on a eu la chance de bénéficier d'une aide financière qui peut contribuer jusqu'à 50 ou 500 000 $ pour la réalisation du projet. Alexandre, dis-moi, comment les citoyens ont réagi quand vous avez dit « on s'en vient puis on va installer des noues dans vos rues en bordure de vos terrains ». Bien, d'abord, dans une démarche comme celle-ci, vu qu'on intervient dans l'existant, la Ville de Québec, ordinairement, fait toujours une séance d'information publique. Dans ce cas-ci, on a fait une séance d'information publique pour informer les citoyens de ce qui s'en venait. Parce que ici, le fait qu'on intervienne dans l'emprise municipale, c'est en quelque sorte le prolongement de la cour avant des gens. Donc, il fallait nécessairement aller chercher, je pourrais dire, le pouls des citoyens pour faire un projet qui allait s'intégrer d'un point de vue paysager. Donc, on est allé chercher des végétaux qui avaient un critère esthétique, mais aussi nos critères écologiques pour les végétaux sont remplis également par le choix des végétaux qu'on a fait. Tout le monde qui possède ou qui gère ou qui a un contact avec une surface imperméable quelque part peut s'impliquer en essayant de réfléchir à comment je peux réduire mes rejets vers une surface imperméable. On essaie d'envoyer la pluie le plus possible vers du perméable. Ça implique tout le monde, le ministère des Transports qui a des routes, qui a des autoroutes, la Ville. Ça implique évidemment beaucoup les promoteurs qui font des nouveaux quartiers. Mais dans ce cas-là, les promoteurs vont répondre aux exigences formulées par la Ville. Puis ça implique le citoyen. Fait que vraiment tout le monde finalement qui est dans une ville a son rôle à jouer pour réduire les ruissellements en temps de pluie. Donc, Mélanie, il y a plusieurs choses que je retiens des entrevues qu'on a réalisées aujourd'hui, notamment l'efficacité des ouvrages qui sont développés par Agiro. On l'a vu, William nous parlait de près de 80 de filtration des polluants qui étaient retenus par les installations. Peut-être un petit peu moins au niveau des contaminants émergents. Comment est-ce qu'on fait? T'sais, on sait qu'on en envoie moins, mais est-ce que c'est quand même possible de dire qu'on en fait assez ou pas suffisamment, dans le fond? On a des objectifs au niveau de la quantité d'eau. Quand, mettons, on fait un développement puis qu'on demande à faire un bassin de rétention, il y a des objectifs de réduction de la quantité d'eau. Mais les bassins ne sont pas faits pour la qualité. Il n'y a pas vraiment d'objectif de ce côté-là. On n'est pas rendu là, je dirais, au Québec, de donner des objectifs. On est encore en train d'étudier ce que ça a comme impact de faire ces ouvrages-là. Donc, puis, on demande, là, à travers, quand les autorisations gouvernementales sont faites pour ces ouvrages de rétention-là, on va demander de faire des suivis, mais on n'a pas d'obligation de les suivre. Le gouvernement ne va pas donner d'amende si tu ne les suis pas, puis si tu parce qu'après 5 ans, souvent, ils vont être
inspecter puis peut-être à nettoyer ces ouvrages de rétention-là. Donc, c'est là que, encore là, si on a des objectifs clairs, si on a des obligations de faire que ces ouvrages-là fonctionnent, on va probablement avoir une différence sur la qualité puis la quantité d'eau. Puis avec ce que tu viens de dire, ça me ramène aussi à une des codes qui a été dit, à savoir restaurer et préserver les milieux naturels sur nos propriétés, même quand on est en banlieue. Ça demeure quand même un des meilleurs outils dont on dispose pour limiter peut-être l'effet de ruissellement puis d'érosion dans les quartiers. Tous ces aménagements-là sont faits pour limiter l'impact de l'activité humaine. Parce que si on était dans un boisé, dans une forêt, on n'aurait pas besoin de faire ces ouvrages-là. Puis plus que les gens vont mieux s'intégrer au milieu naturel, plus qu'ils vont arrêter d'étendre la pelouse en grande quantité puis qu'ils vont rester dans un milieu forestier, bien, on aura moins à faire ce genre d'ouvrage. Donc, ça, c'est pour réparer, dans le fond, notre impact du territoire, sur le territoire. Yes. Merci beaucoup, Mélanie. Ça a été un épisode super intéressant. Et la semaine prochaine, puisqu'on parle d'adapter nos comportements, on va parler d'eau usée. Et puis, je pense que là aussi, là, on a des croûtes à manger.